soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. De retour sur notre plateau. Enfin, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pas de retour, c'est Amel qui courait pour arriver. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Comme chaque semaine, aujourd'hui, vous avez pu le remarquer, on a décalé notre passage. Enfin, pour ma part, hein, je passe au mardi. Le mercredi, on aura le plaisir de retrouver les stations régionales, donc la station régionale de Constantine. Et jeudi, ça sera donc la station régionale d'Oran. Alors, pour ma part, aujourd'hui, on est le mardi 20 avril. Nous aurons le plaisir de retrouver les rubriques habituelles du mercredi. Aujourd'hui, qui passe au mardi, à l'excepté de celle de Jawdet Gessouma pour la rubrique littéraire. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'être accompagnés par Hamid Belkacem dans sa rubrique environnement. Il nous parlera donc d'éclairage public et surtout d'un projet en matière d'efficacité énergétique, état des lieux et perspectives. C'est la thématique qu'il aura choisie pour nous ce matin. Nous aurons également Jawdet Gessouma dans sa rubrique littéraire. Aujourd'hui, il fera un gros plan sur Abi Hamid El-Ghazali, livre Le secret du jeûne en islam. C'est une thématique tout à fait appropriée pour la circonstance. Nous sommes en plein mois de Ramadan, un mois béni. Nous allons en parler en détail avec cette lecture qu'il vous proposera ce matin dans votre espace Bonjour d'Algérie. Nous aurons également à parler solidarité, entraide. C'est énormément le cas en ce moment partout où il y a la communauté musulmane, notamment aussi la communauté algérienne. Nous irons en France retrouver notre communauté établie à l'étranger pour parler de solidarité et d'entraide pour les jeunes étudiants qui se trouvent à l'étranger. Donc avec nous aurons le plaisir d'être en compagnie par Skype avec Shaima Shebbana qui sera parmi nous pour nous parler donc de son association, l'association Aide des Aides. Il y a un travail qu'ils ont donc effectué tout est début donc du jeûne, du mois de Ramadan. Et nous parlerons également donc des accidents domestiques durant Ramadan. Et oui, il faut beaucoup en parler parce qu'il y en a. Donc, insister sur cela. Nous aurons une représentante du ministère de la Santé pour nous en parler en détail. Et puis, on reviendra sur la condition aussi sanitaire en ce moment, les conditions les gestes qu'il faut absolument respecter, les gestes barrières. Et puis, on ira retrouver Nassiba Jaïdir en fin d'émission pour la rubrique Mosaïque. Elle nous fera un gros plan sur une belle exposition collective à la galerie Baya. Et nous aurons le plaisir d'avoir parmi nous l'artiste Amel Difallah qui sera notre invité. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier et rester jusqu'à 10h30 du matin avec nous, avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. On n'oublie pas que cette émission est sponsorisée par Coral Peinture. Nous aurons le plaisir de le retrouver tout au long de notre émission. Voilà, tout de suite, c'est la météo avec Amel Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Allez, on vous dit bonjour Amel. Bonjour Amel. J'allais dire encore de retour. Aujourd'hui, c'est la totale. Vous avez fait un petit sprint ce matin? Oui, tout à l'heure. Elle est très énergique de bon matin, Amel. Hein. Ramadan n'y fait Malgré rien, moi. pas de C'est café, malgré moi. pas de problème. Oui, oui, oui. Tout va bien, elle avait oublié quelque chose tout à Ouais, l'heure. ouais. Mon maquillage, oui, à rectifier. Ok, alors vous êtes en forme, donc Ça va. les nouvelles On du se plaint ciel pas. vont suivre également. Exactement. Sont dans quelles conditions les nouvelles du ciel? Ça va, plutôt Ça va. clément. Hein. Ouais. Voilà, On a les très peur de températures sortir le matin et d'avoir trop chaud ou trop Oui, froid après. mais il ne faut pas se déshabiller, pas encore. Hein. D'accord. Faut surtout pas enlever ni la doudoune, ni les grosses... D'accord. Surtout pas se déshabiller, bien sûr. Se couvrir, Oui. bien sûr. Allez, on y va, je vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le soleil sera bel et bien présent sur les régions de l'ouest. Par contre, partiellement voilé près des côtes centre et est, avec toutefois quelques pluies prévues, parfois orageuses, sur les hauts plateaux et les régions intérieures du centre et l'est du pays. La moitié sud, le ciel restera partiellement voilé vers la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis, également l'extrême sud, le Égard et le Tassili.
Ailleurs, le soleil sera au rendez-vous avec toutefois des soulèvements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt clémentes et parfois élevées, mais plus sur les régions de l'ouest avec un maximum aujourd'hui de 29 degrés du côté de Relizane, 27 Oran et Tlemcen, 22 degrés à Alger, 23 à Tizi Ouzou, 19 degrés à Naba, 20 degrés à Constantine et Batna, 21 à Djelfa, 18 à Al-Biod, au sud 25 du côté de Biskra, 30 Gardaya, 37 à Tindouf, 36 à Drarin Salah, également Rasset et enfin le maximum cette fois-ci 43 degrés à Ingzam. Et la mer aujourd'hui eh bien, sera plutôt calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui souffleront entre 10 et 20 km/h de secteur nord-est sur le sud-est pardon, sur les côtes ouest et est sur les côtes est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, le soleil se couchera vers 19h26 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente après-midi avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Amel C'est moi qui Aribi. remercie. Donc, des températures clémentes Exactement. et des températures de saison, hein, faut le dire. Il faut profiter de sa saison en Ouais. attendant les grosses chaleurs. Oui, on va souffrir malheureusement, oui, on va à l'arrivée souffrir. des grosses chaleurs. Donc, il faudra faire attention. Voilà, il faut Merci. profiter. Bonne journée. Bonne journée, Amel. Et puis, je vais vous offrir une belle chanson en sortant. Vous allez J'espère. voir, vous allez adorer. C'est vrai, J'en c'est vrai doute. cette fois-ci. Quand il y a Hanan, j'en doute. Si, c'est une très belle chanson. Alors, en D'accord. tout cas, c'est le groupe Tikoubawin, un groupe célèbre dans le sud du pays qui chante Ténéré. Bien sûr, on se retrouve juste après.
En tout cas, de très belles images et très bon son aussi donc, de ce groupe qui a fait plaisir à notre invité, Hamid Belkacem. Bonjour. Bonjour Amel, bonjour à tous. Bienvenue Oui. pour un mardi. Pour un mardi. Le mardi, c'est permis de parler Voilà. d'environnement. On se Encore plus. retrouve, voilà. D'habitude, c'était les mercredis. Alors, il faut qu'on insiste avec le téléspectateur qui prenne rendez-vous, qui prenne ses marques et que chacun puisse retrouver Ce aussi, sera les bien mardis sûr, de ses l'environnement. habitudes. Voilà. Les mardis de l'environnement. Alors, vous avez pu voir le clip qui vous a beaucoup plu. C'est bien parce que, bon, on ne le dira jamais assez, l'Algérie, c'est le pays le plus vaste d'Afrique. Envoyez le Grand Sud algérien qui a besoin de facteurs de développement. Parmi les facteurs de développement, il y a bien entendu l'eau et l'énergie. Les deux peuvent être combinés grâce aux ENR, grâce aux énergies renouvelables. J'ai en mémoire un séjour passé au niveau de la SCREM, ça fait pas très longtemps, ça fait quelques années à peine, et il y a un gîte. Il y a un abri de la protection civile, c'est un gîte, c'est un abri de haute montagne qui a 2800 et quelques mètres d'altitude, fabriqué avec la pierre locale. Mais il y avait 2 ou 3 systèmes ingénieux. Un système de récupération des eaux de pluie au niveau de la SCREM. Il y avait une réserve d'eau de 8 mètres cubes, 8000 litres. Donc C'est énorme. C'est énorme, Oui. assez suffisant pour permettre de recevoir des gens. Il y avait un chauffe-eau solaire, il y avait des panneaux photovoltaïques. Et quand on voit la beauté, la magie du sud algérien, quand on voit ce que ce sont Ça des procure, entreprises bien sûr. algériennes qui ont réalisé cet abri. La plupart des équipements solaires étaient fabriqués en Algérie. Donc ça permet de donner le potentiel de faire des parcours au niveau du sud algérien sans avoir à altérer le paysage avec des pylônes électriques, avec Exactement. des canalisations. Et puis ce sont des facteurs de développement qui sont réalisables très rapidement. Et c'est pour cela que nous accueillons Voilà, aujourd'hui. très belle introduction. Voilà. Hein. Voilà, très belle introduction pour Voilà. inviter notre justement interlocuteur justement qui va parler d'énergie et de projets énergétiques ici en Algérie. Marhaba bik, Monsieur Kamel Dali, Merci. directeur général de la PRU. Merci. L'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie. Alors, on en est où? C'est vrai que c'est un dilemme hein, pour un pays qui a basé toute son économie sur du fossile. Aller vers le renouvelable tout en réalisant des économies d'énergie, c'est une équation un petit peu difficile. Hein, ça y va. Effectivement, effectivement. Donc, justement, avec l'avènement du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, donc il y a un petit peu donc une dynamique qui s'est créée donc avec l'avènement de ce ministère, à cette tête le professeur Chitour. Donc, il y a une dynamique et il s'est fixé d'ores et déjà des objectifs. L'un de ses premiers axes d'intervention, c'est les économies d'énergie. Donc, il s'est fixé un objectif à court terme d'atteindre 10% d'économie d'énergie. Et 10% d'économie d'énergie sur la consommation actuelle, ça représente à peu près 6,5 millions de tonnes équivalent pétrole. C'est beaucoup d'argent C'est aussi. beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'énergie et surtout d'électricité et de gaz naturel. Donc, pour atteindre justement ces 10% d'économie d'énergie, on s'est focalisé sur un programme d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie qui touche à l'ensemble des secteurs d'activité. On va commencer peut-être par l'habitat, le bâti. Oui. Bâti, On a un bâti énergivore, malheureusement, Exactement. Monsieur Dali. On en parlait donc, beaucoup oui, aussi. Hein. Oui, tout commence par la construction. Donc, si on veut vraiment réaliser des économies d'énergie, donc il faudrait penser à la conception de ces logements, malheureusement au jour d'aujourd'hui, qui sont que je qualifierais Énergivores. d'énergivores et aussi de passoires. Donc, en Oui. termes d'énergie, parce qu'on a des ouvrants qui répondent pas à la norme, on a des maisons qui sont pas dans l'isolation thermique, reste à désirer. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi, ça c'est pour le volet enveloppe du bâtiment. Quand on rentre aussi à l'intérieur du bâtiment, on retrouve un ensemble d'équipements qui sont loin d'être performants. Donc, il faudrait tout un travail à faire pour améliorer ces équipements, ces performances Les énergétiques. équipements, c'est quoi? De chauffage, chauffage. cuisinière. Tout ce qui est chaud, tout ce qui est chauffage, tout ce qui est électroménager d'une manière générale, tout éclairage et aussi tout ce qui est chauffage et climatisation. Donc, C'est vrai, pour ce qui est de l'éclairage, on prend un exemple. Il y a quelques années, on parlait des fameuses lampes, tout le monde avait ces lampes à incandescence. Aujourd'hui, ça a changé, on est passé au LED, etc. Une nouvelle génération de lampes, aujourd'hui très économiques. Effectivement, donc avant, c'est-à-dire si on regardait un peu le cheminement de ce type d'éclairage,
on a démarré à la bougie avec la Oui, bougie, puis bien avec sûr. les lampes, les lampes comme les lampes à pétrole, puis la lampe à incandescence, puis il y a la lampe fluocompact qui est venue, donc c'est Basse les lampes consommation. basse Oui. consommation. Et maintenant, on est arrivé à la lampe LED avec laquelle on peut atteindre 90% d'économie d'énergie. Donc, quand on remplace une lampe à incandescence par une lampe LED, donc l'économie Il y a pas d'énergie, photo, il n'y a hein. pas photo, l'économie d'énergie, elle est immédiate. Elle est certes plus chère, mais beaucoup plus économique. Est-ce qu'on peut faire Sur les justement, factures. Amel, est-ce qu'on peut faire, pour donner, j'allais dire à la ménagère et à celui qui paye les factures, des niveaux de prix, de consommation entre un éclairage, on prend un F3, un F4, qu'est-ce qu'on consomme comme énergie, qu'est-ce qu'on paye dans ce foyer entre l'incandescence et le LED. Pour 5 lampes, etc., on peut faire pour 5 lampes, si c'est la ménagère, donc on se fixe pour un logement type F3, donc on a à peu près 5 à 7 lampes. Donc, mais celles qui sont les plus sollicitées, on dira à peu près ces 5 lampes qui sont les plus sollicitées. Avec 5 lampes, on peut atteindre jusqu'à 400 dinars d'économie, 400-500 dinars par an d'économie d'énergie. Et aussi, il ne faut pas regarder uniquement l'économie d'énergie annuelle, il y a aussi la durée de vie de la lampe, parce qu'elle nous permet justement d'économiser d'énergie, de réaliser 80% d'économie d'énergie. 80%. 80% d'économie d'énergie quand on substitue une lampe à incandescence par une lampe LED. Et aussi, donc, la durée de vie d'une lampe LED, c'est le minimum, c'est 6000 heures. Donc, 6000 heures, c'est Tout à fait. à Et il y a peu plusieurs près- générations de lampes LED en plus. C'est ça, aujourd'hui, il y a de toutes récentes lampes qui sont encore plus performantes. Oui, donc maintenant, avant, on était à peu près l'équivalent d'une lampe de 100 watts, c'était une 12-13 watts. Maintenant, on est arrivé à atteindre la performance d'avoir une lampe à 9 watts, qui est l'équivalent d'une lampe à 100 watts. Donc, Mais pas que, Monsieur Dali, parce qu'il y a avec en plus des options. Vous avez des lampes LED avec détecteurs de mouvement, notamment pour les Oui. petits. Quand l'enfant qui n'arrive pas jusqu'à l'interrupteur, il sort de la pièce, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de consommation. La lampe s'éteint. Exact. Effectivement, donc on peut mettre plusieurs options. Donc, en fonction bien sûr de l'endroit où on va mettre cette lampe, on peut effectivement mettre ces lampes avec détecteur de mouvement au niveau des endroits qui sont très, très peu fréquentés, les couloirs, les sanitaires. Ça, c'est des endroits qui sont indiqués pour mettre des détecteurs de mouvement. Et donc, pour revenir à ce programme, nous avons justement, effectivement, il y a une dizaine d'années de cela, nous avons effectivement mis un programme pour permettre aux citoyens algériens d'avoir une lampe de qualité, parce que une lampe de qualité a un prix très abordable. Aujourd'hui, nous sommes aussi sur un programme de 3 millions de lampes, dont le premier appel d'offres qui vient d'être attribué. Donc, nous aurons très prochainement 1 million de lampes que nous allons distribuer, commercialiser à un prix soutenu, donc qui permettra justement à la ménagère d'avoir une lampe de qualité Tout à fait. avec un prix très abordable. Et bien sûr, à chacun sa propre responsabilité pour l'économie d'énergie. Bien entendu, n'allumez pas partout. Si vous n'êtes pas dans une pièce, il faut essayer de respecter la nature avant tout. Hein. Et effectivement, parce qu'il faudrait d'abord profiter de l'éclairage naturel, parce que pratiquement, surtout on est en période printemps, bientôt c'est l'été. Le jour se lève Pratiquement, tôt. se lève tôt et se couche tard. Donc on n'aura pas besoin pratiquement d'éclairage. Exactement. Ouais, sauf à partir de 21h, 22h, on aura besoin un peu d'éclairage, mais à partir de 22h, normalement, on doit être C'est au ça. lit. Autre secteur énergivore, on a bien le véhicule en Algérie. On tourne pour tuer le temps, notamment en Ramadan. On utilise beaucoup le véhicule pour aller chercher des petites friandises, hein, c'est connu. Mais les carburants traditionnels génèrent ont un impact négatif. Et sur l'environnement, sur la santé, un mot peut-être sur le programme GPL. Et effectivement, Il prend de l'ampleur. Il faudrait prendre l'ampleur, et aussi, c'est-à-dire on a fait un pas très important par rapport à ce GPL. Si on revient un petit peu en arrière, en 2014, avant 2015, on avait pratiquement une centaine d'installateurs GPL. Au niveau national. Au niveau national. Et on avait à peu près 60 à 100 000 véhicules qui étaient convertis au GPL. À partir de 2015, donc, nous sommes passés au jour d'aujourd'hui à plus de 700 installateurs. Multiplié par 7
Entre voilà. 2004, ouais, Exactement, donc d'installateurs qui sont répartis sur tout le territoire national. Pratiquement toutes les wilayas, on retrouve plus de 5 installateurs par wilaya. Et aussi, donc, en termes de parc véhicules, pratiquement, on est à plus de 600 000 véhicules qui sont convertis au GPL. L'État aussi donne l'exemple, donc à travers l'importation de véhicules, bientôt. Pas uniquement à travers les orientations du président de la République qui a justement chargé le ministère de la Transition énergétique pour poursuivre la conversion du parc des véhicules des administrations publiques des administrations publiques, des administrations centrales et des administrations déconcentrées. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 40% de conversion du parc des administrations publiques. Donc, il y a eu quelques exemples, il y a eu quelques exemples efficaces. D'ailleurs, l'ETUSA a pris l'exemple sur ça et on voit moins de pollution générée par les bus, effectivement, surtout dans l'urbain. Exactement. Donc aussi pour le GPL, je continuerai juste, nous avons lancé tout récemment la conversion de 150 000 véhicules donc avec un accompagnement financier pour permettre justement à l'automobiliste de convertir son véhicule avec un apport financier de l'État qui permettra justement de réduire le temps de retour de cet investissement. C'est un double avantage. Quand on installe un kit GPL, CRS, GPL c'est carburant pour gaz de pétrole liquéfié carburant, c'est un double avantage. C'est d'un côté, on va consommer moins, réduire la facture, mais d'un autre côté, offrir un carburant qui est très propre. Tout à fait propre. Maintenant, on dit propre et en sécurité. Et c'est-à-dire, il obéit à toutes les normes de sécurité. Il n'y a pas de crainte. Avant, il y avait une crainte, etc., sur la sécurité. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune crainte sur le côté sécurité. Aussi, sur les performances du véhicule. Avant, on disait que le CIRAS va impacter un peu les performances du véhicule. Et aujourd'hui, avec la nouvelle génération des kits CIRAS, il n'y a aucun impact sur la performance du véhicule et aussi en toute sécurité. Donc, et c'est financé à hauteur de 50%. 50%, à hauteur de 50%. Nous avons l'enveloppe budgétaire et nous sommes en train justement de sélectionner les installateurs. Nous sommes à peu près 500 installateurs que nous avons sélectionnés et ce sont répartis sur tout le territoire national, donc de Tindouf jusqu'à Tébessage, pas de crainte, donc tous les citoyens. Donc alors peut-être un petit exemple pour le conducteur. Moi, j'ai un véhicule de 6 ou 7 chevaux, j'ai envie de faire, soucieux de l'environnement, j'ai envie de faire une conversion. Ça va me coûter combien et qu'est-ce que je vais gagner sur une année, Monsieur David? D'abord, vous allez rouler. On termine. Donc, vous allez rouler à 0,9 dinars le kilomètre au lieu de 45 dinars le kilomètre. Wow. Je vais diviser ma facture carburant par 5. Exactement. Vous allez sur une année. C'est énorme. Sur une année, vous allez gagner 68 000 dinars. Si vous ne roulez pas beaucoup, donc si vous faites le trajet, maison, donc à peu près 20 000 kilomètres par an, vous allez économiser 68 000 dinars par an. Ça. Et aussi, vous allez bénéficier de l'avantage du fonds à hauteur de 35 000 dinars pour convertir votre véhicule. Et enfin, vous avez la gratuité de la vignette automobile. Sur la deuxième année, je vais pouvoir m'offrir des vacances quelque part à ce prix-là. Et puis surtout, vous allez oublier le chemin vers la pompe d'essence. Ah oui, je pense qu'il faut donner aussi ce genre d'exemple. 68 000 dinars d'économie de carburant sur une année pour quelqu'un qui ne roule pas beaucoup, c'est énorme. Et quelqu'un qui roule beaucoup, c'est encore plus. C'est avantageux, c'est exactement pour les taxis, parce que justement, vous me donnez la perche pour parler des taxis. Donc, nous donnons justement une partie de ces 150 000 seront réservés aux taxis qui, justement, pour réduire justement leur impôt. Ils circulent beaucoup, les taxis. Effectivement, ils circulent beaucoup aussi, donc pour ne pas impacter aussi le coût du transport. Parfait. En tout cas, avec toutes ces bonnes nouvelles, j'espère que le téléspectateur prendra aussi des décisions qui vont aussi changer notre environnement, changer aussi l'impact de la pollution sur notre environnement surtout. Je l'espère. C'était un petit peu dur pour les Algériens, c'est pour ça que le pouvoir d'achat s'érode. C'est pour ça qu'il faut penser aux solutions, notamment énergétiques, et c'est pour cela que la PRU est là aujourd'hui. Très bien, merci Hamid Belkacem pour cette thématique et merci d'avoir nous avoir présenté l'invité d'aujourd'hui, Monsieur Kamal Dalit, directeur général de la PRU. Merci pour tous ces projets, j'espère qu'on parlera bientôt d'énergie propre.
Merci en à Algérie. vous. Merci. C'est que la prochaine fois, on va parler, peut-être pas la prochaine fois, pas mardi prochain, mais pendant Ramadan, d'un projet qui serait assez intéressant à développer, le chauffe-eau solaire. Pourquoi pas? Très bien. Eh bien, bonne journée, messieurs. Et puis, nous, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ces belles images d'Alger. On se retrouve juste après. De retour sur le plateau, nous allons parler santé et surtout donc parler des accidents domestiques. C'est vrai que nous sommes en plein mois de Ramadan et il faut faire très attention à cela. Une alerte et surtout prévention du ministère de la Santé, une campagne. Donc avec nous, Monsieur Khalil Reda Hajmati, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes médecin, chirurgien, clinicien, plasticien et vous êtes donc représentant du ministère de la Santé. Vous êtes chargé de nous parler des accidents domestiques. Pourquoi justement cette thématique? Parce que durant le Ramadan, il en est question. Exactement, c'est exactement ça. Vous avez pratiquement tout résumé, c'est-à-dire à l'approche durant le mois sacré du Ramadan, on a remarqué qu'il y avait une augmentation de ces accidents domestiques, plus spécialement la brûlure et essentiellement chez l'enfant. C'est-à-dire que quand on parle de l'enfant, c'est l'enfant de moins de 15 ans. Et le ministère de la Santé, comme chaque année, est aussi réitère sa campagne de sensibilisation et de prévention dans le cadre et toujours il y a la télé et plus spécialement le canal Algérie qui nous accompagne dans ces campagnes de sensibilisation et pour nous c'est quelque chose de très important pour faire passer le message à notre population et c'est ça la recommandation qu'on a reçue du ministère, de pouvoir utiliser l'ensemble des moyens de communication parce que le problème, c'est pas un problème mais c'est juste que ça reste des accidents évitables. Bien sûr. Quand on parle de la brûlure chez l'enfant essentiellement, c'est un problème de santé publique. Mais l'ensemble des accidents, c'est des accidents qui restent évitables par de simples précautions qu'on puisse les appliquer sur le terrain, qu'on puisse éviter ce genre d'accident. Parce qu'un enfant ne naît pas avec une brûlure. Ce n'est pas une maladie pour laquelle on doit donner un traitement, mais c'est juste un accident de quelques secondes qui peut changer carrément toute la vie d'un enfant. Pourquoi aussi on parle toujours des enfants? Parce que la souffrance, justement, la souffrance de l'enfant, c'est à long terme. Oui, la souffrance, elle est très, très dure à accepter parce qu'il faut voir la détresse des parents quand ils ramènent leur enfant brûlé au niveau des urgences. C'est quelque chose d'horrible et d'affreux, c'est-à-dire que je le souhaite pas à personne. Et tout ça, c'est à cause d'un accident de quelques secondes qu'on peut éviter par de simples précautions. Pourquoi on parle de ça durant le mois de Ramadan? Parce que il y a certaines particularités par rapport à la brûlure de l'enfant durant le mois de Ramadan, du fait qu'on avait remarqué qu'il y avait une augmentation des cas. Quand on dit augmentation des cas aussi, il y a une augmentation de la gravité des cas par rapport au type d'accident qu'on retrouve. C'est-à-dire, et les particularités elles sont calquées par rapport à aussi à la particularité de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on a remarqué premièrement que par rapport à l'horaire de cet accident, c'est quelques minutes, disons entre 20 minutes à 30 minutes avant le ftar. C'est la période charnière. Pourquoi on parle de cette période aussi? C'est que pour attirer l'attention de notre population par rapport à cet horaire, parce qu'il y a une baisse de la vigilance. C'est ça. Et la fatigue de la journée, exactement. C'est surtout... Il y a une baisse, et c'est le moment où l'enfant va trouver l'espace, disons, ou l'occasion de rentrer dans la cuisine ou de toucher à quelque chose. Aussi, je voulais aussi évoquer le fait qu'on a tendance ici en Algérie, c'est-à-dire dans nos sociétés, d'incriminer la maman. Toujours, oui. Ce qui est faux, c'est-à-dire les deux parents... La responsabilité est partagée, bien sûr. Exactement, c'est les deux parents qui sont responsables de leur enfant, parce qu'on va parler de ça si on aura un petit moment, c'est que la prise en charge de ce genre d'accident domestique, et c'est pas spécifique de l'Algérie, c'est une prise en charge qui
qui nécessite plusieurs interventions. Des greffes de peau. On peut aller jusqu'à la Voilà. greffe de peau, c'est-à-dire quand il n'y a pas de cicatrisation au bout de 21 jours, mais aussi c'est un traitement qui est très long, dont les résultats ne sont pas satisfaisants, parce qu'il y a une atteinte de la peau, qui est un organe très noble, qui est très important, et aussi c'est le fait qu'on pourra en aucun cas rétablir la peau à son état initial. Voilà. C'est un organe. Hein. Oui, 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 c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a le côté médical, on le dit, et c'est pas spécifique à l'Algérie, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Et dont comme je le résultat- disais tout à l'heure, c'est des séquelles à long terme, c'est-à-dire C'est que ça. on a comme des capteurs au niveau de la peau qu'on n'arrive plus à perdre après cette sensibilité Il y a qu'on ça n'a plus. aussi, il y a un élément très important aussi, c'est-à-dire quand un enfant, je vais vous donner un exemple simple, c'est-à-dire nous en tant qu'adultes, quand on a juste un petit bouton au niveau de la face, quand on se met en face d'un miroir, Ça nous dérange. c'est la seule chose qu'on va voir. Alors imaginez-vous une cicatrice qui prend la moitié du visage chez un enfant. C'est-à-dire on n'a pas du côté médical qui est lent et dur et dont les résultats ne sont côté pas... psychologique. Il y a un côté psychologique qui est très important, c'est un enfant qui sera cassé. Et nos sociétés aussi, c'est-à-dire quand il va partir à l'école, c'est un enfant qui va être retiré de l'ensemble de ses camarades. Et c'est ça. Stigmatisé C'est-à-dire- par ses camarades. et même stigmatisé, c'est quelqu'un qui va être isolé par rapport au groupe, c'est quelqu'un qui va avoir un complexe très important. Côté médical très important, côté psychologique aussi, qui va être très très dur à prendre en charge aussi. Et tout ça, c'est dû à un accident de quelques secondes qui peut être évité. C'est ça l'engrenage que je voulais, disons, exposer à nos chers téléspectateurs. Et un élément aussi très important à prendre en considération, on avait parlé qu'il y a des caractéristiques, c'est-à-dire on avait parlé de l'horaire, c'est pour attirer l'attention qu'il fallait encore augmenter de vigilance à cette durant heure-ci, cette période pour essayer d'éviter ce les genre d'accident. dernières heures, surtout les dernières minutes et dernières... Exactement, disons les 20 jusqu'à la demi-heure qui précède la rupture du jeûne. Il y a un autre élément, c'est-à-dire on a remarqué durant le mois de Ramadan qu'il y avait des substances pour lesquelles c'était plus fréquent que les enfants se brûlent avec. On a trouvé le shorba. Oui, l'huile. L'huile de la friture aussi. Oui. Et aussi tout ce qui est boisson chaude, à savoir café, thé, parce qu'il y a un mécanisme qui est très fréquent où quelqu'un tient son fils ou son enfant, même si c'est des bébés des fois, il est en train de prendre soit un café, soit un thé, et à un certain moment, le verre il bascule et c'est directement au niveau de la face, au niveau du thorax. L'ensemble et la plupart des cas qu'on a retrouvés, c'est essentiellement au niveau de la face et du thorax, et c'est des brûlures du 2e et du 3e degré qui sont très très graves et qui peuvent aller carrément vers la greffe cutanée. Et tout ça, c'est très important. Pourquoi ça nous fait, disons... mal au cœur, parce que bien sûr, ouais, comme ça vous le nous disiez, fait- ce sont des accidents qui peuvent être évités Exactement. avec bien sûr la vigilance de tout un chacun. Parce que dans Exactement. la famille aujourd'hui, on sait que dans la famille, il y a souvent les grands-parents, il y a les frères et sœurs qui peuvent aussi jouer un rôle pour surveiller, garder, si la maman est vraiment très occupée au niveau de la cuisine, à éviter de laisser l'enfant pénétrer dans la cuisine. Ça, c'est un impératif très important. C'est-à-dire l'enfant n'a pas sa place au niveau de la cuisine. Et le message que je voulais faire passer sans pour autant, disons, faire peur aux plus qu'ils en font et tout, c'est que les gens ne savent pas et ne connaissent pas la gravité de la chose. Pour eux, c'est quelque chose de rien du tout. Il faut savoir que la brûlure, elle tue aussi. C'est que les gens ne savent pas ça. Ils pensent que c'est juste quelque chose de rien du tout. Mais la brûlure tue. C'est par rapport au fait que quand il s'agit d'une brûlure étendue et profonde, c'est un enfant qui est, la d'Allah, condamné dans quelques jours là, à décéder quand il s'agit d'une brûlure très étendue. C'est pour ça que les parents, quand ils viennent au niveau du pavillon des urgences, c'est des parents initialement qui viennent, ils pensent à autre chose. C'est-à-dire pour vous donner juste un aspect par rapport au décalage entre le personnel soignant et les parents. Les parents, et essentiellement les mamans, et essentiellement quand il s'agit d'une petite fille, c'est-à-dire ils pensent à la cicatrice. Premier jour. Par rapport au corps médical, quand ils voient blesser un enfant dont la brûlure elle est étendue, elle est grave, on pense par rapport au pronostic vital. C'est ça, oui. Vous voyez déjà le médecin, décalage. voilà, vous avez deux objectifs différents. Exactement. Hein. C'est-à-dire, eux, ils pensent à la cicatrice, par rapport, pour eux, c'est quelque chose, il va guérir l'enfant et tout. Essentiellement quand il s'agit d'une fille, parce que la maman, elle va dire, blesser une fille, elle va se marier et tout, et tout. Et tout ce contexte particulier est très important à prendre en considération. Un autre élément, c'est que nous,
c'est le pronostic vital qui est sûr, engagé, qui est mis en jeu. Parce que la personne peut décéder des suites de ces brûlures. Et après, ils passent par une période où ils vont être en face de la réalité, qui sont rentrés dans un engrenage très très difficile. Il n'est pas seulement difficile ici en Algérie. Les soins, la prise en charge, le long process de guérison, justement. C'est ça le plus important. Et pour éviter tout ça, le plus important, c'est qu'ils puissent appliquer certaines règles très très importantes de base, mais très simples à réaliser sur le terrain. Par exemple, un enfant n'a pas sa place du tout dans une cuisine. Dans une cuisine, c'est-à-dire pas ça, du tout. Par rapport à la tabouna aussi, qui est un problème réel chez nous. Ici en Algérie, on peut avoir une cuisine qui coûte dans les 2 millions de dinars, mais la tabouna, elle est toujours par terre, accessible. Exactement, c'est ça. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un réchaud qui est accessible à l'enfant. Un truc très simple, même si vous avez envie de mettre de la kessra sur la tabouna, qu'elle puisse être surélevée, ou un enfant ne pourra pas accéder. C'est des gestes très très simples. Alors on espère que cette année, Inch'Allah, il y aura moins d'accidents. Juste pour vous dire quelques chiffres par rapport à la clinique Claudine et Pierre Chollet, qui est une clinique étatique sous la tutelle du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. C'est une clinique qui reçoit pratiquement des 48 wilayas, il y a des enfants brûlés. Les 4 premiers jours, il y a eu 17 patients. Oui, qui se sont présentés par rapport à des accidents. Des enfants, pour la plupart? Dans 7 enfants. 7 enfants. 7 enfants, et dans les 7 enfants, il y avait 3 qui ont été hospitalisés parce que leur brûlure était étendue et c'était une brûlure qui nécessitait une hospitalisation. Voilà. Donc c'est vrai que les adultes aussi n'échappent pas, il faut faire très attention, la fatigue, manque de vigilance, etc. Tout le monde se brûle, mais à des degrés bien sûr différents, il faut faire très attention. On va rappeler les gestes à faire justement en cas de brûlure simple, premier, deuxième degré. Très bien, c'est quelque chose pour être très simple par rapport à nos téléspectateurs qui puissent, disons, appliquer ça concrètement. Il faut savoir par rapport à la brûlure thermique, c'est-à-dire quand il s'agit soit du feu, soit quelque chose de chaud, c'est de l'eau du robinet sur la région brûlée. Seulement ça, c'est-à-dire c'est l'ensemble des recommandations de l'ensemble des sociétés savantes au monde qui disent ça, qu'il faudra mettre de l'eau pendant 15 minutes à 15 degrés, une distance de 15 cm, la règle des 15, pour être très simple. Combien de temps sous le robinet? Pendant un quart d'heure. Des fois, il y a des gens qui nous disent qu'il n'y a pas d'eau dans le robinet, il faut prendre une bouteille, un seau et mettre de l'eau. C'est quoi le but d'avoir de l'eau sur une brûlure? Et je dis juste l'endroit, c'est-à-dire il ne faut pas tout le corps, parce qu'on risque d'avoir exactement, et ça c'est quelque chose de très grave, juste la région brûlée, parce que premièrement ça va donner une vasoconstriction qui va provoquer une certaine aisance, c'est-à-dire ça va diminuer la douleur par rapport au froid. Il y a ça, il y a autre chose, c'est-à-dire que ça va stopper de la profondeur de la brûlure. Ça va et pas ça aller c'est un plus élément bas. très très important, qui va conditionner la suite de la prise en charge de la brûlure. Il y a un élément aussi très important à prendre en considération, c'est que ça aussi, on parle par rapport aux particularités de notre société, c'est qu'on a tendance à utiliser de l'huile dentifrice, de la tomate, et plein de produits, des lentilles qui sont broyées et tout. Il faut savoir que ces produits sont très très dangereux et très graves à utiliser par rapport à une brûlure. Donc, pourquoi? L'eau. Juste l'eau, parce que il n'y a pas d'appareil qui va identifier le premier, deuxième ou troisième degré. C'est-à-dire que le diagnostic, il est fait par rapport à l'inspection, c'est-à-dire quand on regarde. Et quand vous allez mettre quelque chose qui va changer la coloration de la peau, ça va nous poser un problème sur le diagnostic qui va dire, ce qui va aussi se répercuter sur la prise en charge thérapeutique. Il y a un autre élément que ces produits aussi, ce sont des produits qui ne sont pas stériles, qu'il y a un risque d'infection. Si vous avez des gaz justement spéciaux pour les brûler, on peut mettre dessus directement les fameuses gaz pour les brûler, les tuiles gras, voilà. Ouais, c'est des protocoles qui sont bien identifiés et c'est des protocoles qui sont bien clairs par rapport à tout le personnel soignant. C'est-à-dire qu'il y a des fois on peut utiliser, il y a d'autres fois non. Ça dépend du degré, de l'étendue aussi. Mais dans la plupart du temps, on peut les utiliser en association avec d'autres topiques. Mais là, on rentre dans un cadre technique, on va se perdre par rapport à ça. Et ce n'est pas vraiment le but de l'émission. Il y a un élément aussi, quand on parle de particularité de notre société par rapport au mois sacré du Ramadan. On avait parlé de la brûlure et ses caractéristiques par rapport au mois de Ramadan. Il y a aussi l'ingestion de produits caustiques par rapport aux détergents. Et il y a deux cas, c'est-à-dire soit l'ingestion de produits caustiques, soit la brûlure chimique qui est très très grave sur la peau de produits. Pourquoi? Parce on a remarqué qu'à l'approche du mois sacré du Ramadan,
Les nos ménagères familles- faisaient de grands nettoyages. Exactement. Et c'est la même chose à l'approche de la fête de l'Aïd. Oui. Et dans ces deux cas, on retrouve que la ménagère va utiliser l'ensemble des produits corrosifs et très dangereux. C'est pour ça que c'est très important de prendre en considération de ne pas laisser à la portée des enfants ce genre de produit qui est quelque chose de très très dangereux, dont les conséquences qui peuvent aller Irréversible, hein, quelquefois. Hein. Exactement. Au niveau de dans la les deux cas, trachée, au niveau, oui, voilà. soit au terrible. niveau de l'ingestion du produit caustique, soit de la brûlure chimique qui est très très grave aussi à prendre en considération. Là, on Alors, espère. à ne surtout pas mettre de bandage hein, quand vous avez une brûlure. Non, pourquoi? Il faut mettre des bandages? Non, c'est pas. D'accord. il Non, faut- c'est justement pour les premiers gestes à ne pas faire pour le Très bien. téléspectateur. Pour le premier geste, on a dit il faut mettre De l'eau. De l'eau pendant. Et je parle de la brûlure thermique. Je parle pas parce qu'il y a d'autres brûlures, à D'accord. savoir électriques et autres. Oui, oui. C'est que la brûlure thermique, et c'est la plus fréquente, et la brûlure par rapport à un produit chaud, il faut mettre de l'eau pendant 15 minutes, après recouvrir Ah, par quand quelque même. chose, parce qu'on est chez soi, on n'a pas de matériel stérile, ça peut être une serviette qui Ok. est propre. Ça risque pas de coller Non, quelque chose, pas de synthétique, D'accord. du coton, mais recouvrir parce que légèrement. non, il faut recouvrir parce que la peau, quand il y a brûlure, il y a une effraction de cet organe. C'est-à-dire qu'il y a une destruction de cet organe et ça peut être une potentielle porte d'entrée pour une infection qui peut C'est être vrai. disséminée sur C'est vrai. l'ensemble du corps humain. C'est pour ça qu'il faudra recouvrir. Quand on dit recouvrir, parce que c'est quelque chose, quand je parle de serviette, on est à la maison, on est en face Oui. de quelqu'un qui a eu cet accident, C'est ça. c'est qu'il puisse juste le transporter au niveau de n'importe quelle structure de santé de proximité, où il y aura un médecin qui va le consulter, évaluer l'étendue et le degré de la brûlure. Et par rapport à là, il y aura des pansements et il y aura un contrôle régulier C'est jusqu'à ça. cicatrisation. Alors quelquefois il y a des personnes qui négligent certaines brûlures, ils disent oh, c'est pas trop grave, je vais pas c'est ça. au niveau donc des centres de soins et puis il y a une infection, il y a une cloque et ensuite une infection et ça tarde à guérir et c'est très douloureux. C'est très douloureux Et ça peut s'infecter, hein, surtout si la personne a Elle est des maladies. diabétique, Voilà. par exemple, ou maladie chronique. Par rapport au cloque, c'est le signe qui signe que c'est un deuxième degré. Déjà, c'est un critère de gravité. Parce que quand on parle des 3 degrés, le premier degré, c'est essentiellement le coup de soleil. Quand quelqu'un part à la plage, pour être schématique, Oui, c'est quelque oui, chose oui. qui fait très très mal, c'est rouge et tout. On est un petit peu sadique dans le sens où quand on reçoit un malade qui a trop mal, on est content. Parce que la peau, elle est vivante. D'accord. C'est l'inverse par rapport au deuxième cas, on a le superficiel et le profond. C'est que dès qu'on retrouve les cloques, c'est le deuxième degré. Après, il y a le profond, ça d'ordre technique, c'est pas intéressant. Et par rapport au troisième degré, on va retrouver un sous-sol qui est complètement blanc, mais par contre, ce patient, c'est quelqu'un qui n'aura pas mal. Oui. C'est quelqu'un qui va venir aux urgences, il va nous dire mais docteur, moi je me sens très très bien, pourquoi vous vous inquiétez? Pour nous, c'est un signe alarmant parce qu'il y a une destruction de la totalité de l'épaisseur de la peau. Et dans ce cas, c'est quelque chose, c'est toutes les couches, c'est l'épiderme, c'est l'ensemble des couches qui ont été atteintes avec atteinte des terminaisons nerveuses. C'est pour ça qu'ils ne sont rien, le patient. Et pour nous, c'est quelque chose de grave et la plupart du temps, c'est des malades qui passent directement à la greffe cutanée. Et dans ce cas, c'est pour ça que je vous dis, il y a une méconnaissance, la brûlure dans le sens où nos parents, c'est-à-dire n'ont pas tendance à prendre en considération la gravité de la chose. C'est pour ça qu'il faudra faire attention, on tire la sonnette d'alarme par rapport au mois sacré. C'est un mois où les gens ils doivent se rencontrer dans de bonnes conditions. Et c'est pour nous très important qu'ils ne soient pas gâchés par ce genre d'accident. Exactement. En tout cas, vous avez très bien expliqué. Si vous le permettez, oui, juste je profite de l'occasion, c'est-à-dire pour lancer un appel à nos citoyens par rapport à la Covid-19. Ben oui, on allait y arriver très bien, justement. très bien. On allait y arriver. C'est un truc justement important. parce que après cette insistance pour respecter bien sûr la sécurité dans les foyers, que ça soit dans les cuisines, surtout pour les jeunes enfants, pour éviter toutes sortes d'accidents domestiques aujourd'hui, on parle toujours autant donc de risques au La Covid-19, bien existe sûr, toujours. elle existe toujours. On a Et remarqué vous êtes là ces pour derniers faire temps- un appel encore. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on a remarqué que ces derniers temps, il y a un relâchement de la population par rapport aux mesures barrières. Il faut savoir qu'il y a eu une stabilisation de la situation épidémiologique. C'est un acquis très important de l'Algérie. Par rapport à plein d'autres pays. Exactement, il faut maintenir, il faut garder cet acquis. C'est-à-dire que il faut savoir que le citoyen en lui-même, en tant que personne, c'est lui qui va réaliser cette barrière, qui va stopper l'évolution et la transmission, la propagation de la ce Covid. virus. C'est-à-dire on a beau lancer des campagnes de sensibilisation, on a beau parler, mais si le citoyen, en tant que citoyen de cette société, ne prenne pas conscience qu'il est l'élément
essentiel et primordial dans les moyens, dans tout ce qui est prévention par rapport à la Covid, on n'aurait rien fait. Et essentiellement par rapport, quand on parle de stabilisation, elle est claire et nette, et tout le monde l'a remarqué ces derniers temps, qu'il y a une stabilisation de la situation épidémiologique en Algérie. Baisse de cas, bien sûr, baisse de avec aussi la vaccination de la vaccination qui a été lancée. Et dans ce cas, c'est un acquis très important qu'il faudra préserver. C'est-à-dire qu'on a remarqué aussi, quand on regarde ça sur l'ensemble des pays du monde, que les gens troisième vague, ils sont à la troisième vague. Mais ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que les gens, s'ils appliquent les moyens de prévention, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire quand on parle de prévention, c'est la bavette. En tous les cas, je l'ai ramené, j'ai juste enlevé avant d'entrer ici. Mais c'est le port de la bavette qui est obligatoire, c'est la distanciation, c'est le lavage des mains. C'est des choses très importantes à prendre en considération. Automatique. Il faut que ça reste automatique. Exactement. Parce que c'est ça qui va, Inch'Allah, nous faire sortir de cette pandémie dans de bonnes conditions. Parce que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose de très important, de préserver la santé publique. C'est ça. Préserver éviter la santé. les foules, éviter bien sûr de vous retrouver dans des lieux où il y a trop de monde. Cette foule sans bavette, sans protection, c'est ça qui risque justement d'aggraver la situation et d'inverser la balance. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes, comme vous le disiez, dans une certaine stabilisation de cette pandémie. C'est pour ça qu'il faudra faire attention. Quand on voit surtout nos voisins qui ont on voit des cas qui ont augmenté, donc pourquoi pas essayer de stabiliser cette situation et pour essayer de enfin un jour dire fini le virus, c'est parti, Inch'Allah. Mais merci beaucoup pour tous ces renseignements et surtout cette sensibilisation autour des accidents domestiques, notamment les brûlures. Faites très attention. Vous avez très bien parlé aussi de la Covid, donc c'est aussi important de rappeler, on continuera jamais assez d'informer et surtout de sensibiliser autour de ces gestes barrières. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous Docteur, je rappelle que vous êtes Khalil Rida Hajmati, vous êtes médecin, chirurgien plasticien et donc représentant du ministère de la Santé. Bonne chance à vous et bon courage pour ce que vous faites au quotidien. Merci beaucoup. Voilà. À très bientôt. On va rester dans ces gestes barrières. On va voir justement le non-respect de ces gestes barrières. C'est un reportage signé Yanis Ait Belkacem. Nous sommes en plein cœur de la capitale. Dans les places publiques et les marchés, il y a foule et les gestes barrières sont parfois oubliés. Les Algérois font de moins en moins attention aux gestes sanitaires, mais pourquoi un tel relâchement? Nous n'avons pas cette culture de porter le masque, c'est un énorme problème. Les laisser dans la voiture, ce masque me démange. J'ai arrêté de porter le masque, car il n'y a plus de Covid. On est en sécurité maintenant. C'est bon. Certains n'y croient plus, car ils n'ont perdu aucun proche. S'ils en avaient perdu un, ils finiraient par y croire. Même si la vie semble reprendre son cours normal, les cas de contamination au coronavirus ne cessent d'augmenter. Nous avons constaté une augmentation du nombre de cas Covid-19 en Algérie ces 2 dernières semaines. Il est vrai que nous ne sommes pas dans la 3e vague, mais il y a une hausse de cas confirmés. Donc il faut redoubler d'efforts et de vigilance. Les gestes barrières sont toujours de rigueur, port du masque obligatoire et distanciation physique pour éviter la 3e vague. Gestes barrières, distanciation, كما كنا مع الأول باش ما ندخلوش في الموجة الثالثة. Selon les spécialistes, les personnes contaminées, notamment les jeunes, sont souvent asymptomatiques et peuvent transmettre le virus aux personnes âgées. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. De retour sur le plateau, nous avons le plaisir de retrouver Jawdet Gassouma. Il est là, lui, à sa place le mardi. C'est sa journée. Nous, on revient avec l'équipe du mercredi. Retrouver, bien entendu, la rubrique littéraire qu'on aime tellement et qui nous fait à chaque fois voyager à travers les littératures du monde entier. Cette fois-ci, il aura choisi vraiment une thématique tout à fait appropriée au mois sacré de Ramadan. Jawdet Gassouma, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Comment ça va? Le plaisir pour moi. Ça va bien, ça va, ça se passe bien. Ouais.
On est à la vitesse de croisière. Voilà. Voilà. Exactement. Et vous avez choisi une lecture tout à fait appropriée pour les téléspectateurs ce matin. On a déniché ça. Je remercie la librairie du Tiers-Monde de l'eBay parce que de temps en temps, il est d'un avis éclairé. Donc là, il nous a apporté un peu de lumière. C'est pas pour rien qu'il a eu le prix du libraire. Du libraire, oui. C'est vraiment... On le salue. Il a un accompagnement, donc là il nous a proposé quelques textes de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, à ne pas confondre avec Mohamed al-Ghazali qui est quand même en qualité un peu moins, je me permets de dire ça pour des raisons que les gens connaissent, voilà, plus contemporain. Donc les secrets du jeûne en islam, dans une collection des éditions Al-Bouraq, qui sont des éditions libanaises, tout simplement formidables. Voilà. Donc on a la revivification des sciences de la religion, Ihya Ulum ad-Din. Donc c'est une immense collection qui a été consacrée à l'imam Ghazali qui est né en 450 de l'an hégérien, donc 1058 de l'an grégorien, et qui est décédé en 55, c'est-à-dire en 1111 de l'an grégorien. Et donc il a été, c'est un savant perse. Né à Tous, dans le Khorasan. Le Khorasan, c'est pas une ville, c'est une région. On aura appris quelque chose. Et il a une immense somme religieuse de l'islam, de la philosophie aussi. Il a étudié les grands philosophes et donc ça lui a permis un peu de les contrer et non pas de les combattre. Hein. D'accord. C'est autre chose. Qui lui a valu le débat, la dialectique et tout, c'est très important. Ce qui lui a valu le titre de savant, justement. C'est un savant il a quasiment le titre de wali, de sage, vraiment de saint. C'est plus que savant, quasiment. Et, il a des centaines, on ne peut pas dire des milliers de textes en exégèse, donc juridique. Quand il fait quelque chose, c'est-à-dire quand il a un travail de recherche sur, par exemple, le jeûne ou la salat ou l'amour en islam, l'initiation à la foi musulmane, toutes ces choses-là, il apporte les éléments scientifiques. Il fait un dosage de symbolique, de théologique, de scientifique, toutes ces choses-là. Philosophique. Donc vraiment, Abu Hamid al-Ghazali est vraiment un grand philosophe de l'islam, et ce n'est pas contradictoire de dire ça, et en même temps un grand scientifique exégète. Donc on a tous les rites, les différents aspects juridiques, symboliques et tout. Là aujourd'hui, je voulais faire juste un passage en revue de son œuvre à travers cinq travaux de Abu Hamid al-Ghazali autour de... Donc là, les travaux sont en général traduits par Maurice Gloton, qui est un spécialiste des auteurs du soufisme et de la spiritualité islamique. Et il restitue le travail de Ghazali avec un apport sur à chaque fois les 5 piliers de l'islam. Donc on a par exemple pour ce livre, Les secrets du jeûne en islam, paru chez Al-Bouraq. C'est des livres qui sont épuisés, donc qu'on a eu la chance. C'est pour ça que j'avais remercié Ali Bey au début de la librairie de Tiers-Monde, parce que c'est des petits trésors comme ça, c'est des pépites, des trésors. Et pour prendre de la hauteur, parce que moi, c'est un avis personnel, mais je le partage avec. Nous sommes arrivés à un point où le saum, le jeûne, devient plus de la tradition. C'est vrai. Et là, je pense qu'un retour à la spiritualité, même la lecture du Coran, même les rituels qu'on pratique tous les jours sont devenus automatiques. N'importe qui aujourd'hui maintenant dit « Ah oui, bon, nqra le Coran » et tout, que ça devient pour être bien, quoi. Non, c'est des ouvrages, c'est des choses à découvrir. Le Coran, c'est un texte.
C'est un texte sacré avec Et des appliqué. informations, voilà, avec de la spiritualité, de la sagesse, de la sérénité, tolérance. des informations, de la tolérance. Et donc, le Ghazali, j'avais opté pour lui un peu pour partager ça avec le lecteur, pour revenir à cette spiritualité. Et le Ghazali, malgré son côté dogmatique chafiite, sunnite, parce que beaucoup de gens se trompent, croient que tout ce qui est né en Perse est automatiquement chiite, et le chiisme est un peu quand même difficile à C'est un soufi, à percevoir. donc lui aussi... C'est un soufi spirituel, et paradoxalement, contrairement à ce que pourraient croire les gens, Al-Ghazali est quelqu'un d'assez souple. Même dans ses textes, quand on lit par exemple Les secrets du jeûne en islam, donc là, paru dans Ihya Ulumuddin, donc la collection c'est Ihya Ulumuddin, parce que c'est une somme, c'est tout un corpus qu'il a écrit. Il s'est consacré à plein de choses comme ça en islam. Et c'est malgré le caractère qui peut paraître dogmatique, il est assez souple dans la lecture et très accessible à tout le monde. Très bien. Pour par exemple le jeûne en islam, les secrets du jeûne en islam, on a déjà un passage en revue sur les 5 piliers de l'islam d'abord. Donc c'est bien, c'est une attitude systémique, une attitude générale. Un rappel de la religion. Même sur la langue, sur les règles de la sémantique de la langue et tout. Il y a même un rappel sur l'étymologie, par exemple, Allah. On explique que ce n'est pas un nom qui est pluriel, par exemple. Mais déjà, la sémantique prouve que Dieu est un. Il y a plein de choses comme ça, de petites pépites justement textuelles. Qui aident à décortiquer qui aident à décortiquer et qui nous donnent les clés de la lecture du psaume, pas seulement Ramadan. Toute forme de D'ailleurs, il est pas recommandé, toute forme de jeûne. Et il est recommandé que dans certaines périodes, par exemple, on ne jeûne pas. Certaines et tout ça. Et donc, toutes ces choses-là sont vraiment très intéressantes. Dans un petit livre vraiment très facile à lire, vous avez des choses qui vous ramènent à la spiritualité, au fondement, à l'essence. Et aux bonnes pratiques, bien sûr, bonnes pratiques, du jeûne, de la religion. Spirituelle. Parce que le jeûne est particulier, malgré le fait que ça soit dans une 4e position, je crois. Donc, c'est quand même important parce que Dieu nous dit Somouli, c'est-à-dire qu'il y a une option particulière, Siyam. Donc, ce n'est pas juste s'arrêter de manger, c'est toute une retraite, une sorte de retraite, une abstinence, une sorte de retraite spirituelle et tout ça. Et tout ça est très bien expliqué avec des sourates et tout. C'est en français, c'est traduit en français. Donc, pour ceux qui ne pratiquent pas beaucoup l'arabe, c'est une porte d'entrée, c'est une passerelle. Et je suis persuadée que malgré ces années d'écart que nous avons avec ce savant chercheur... ce savant a quand même écrit pas moins de 460 traités. Donc, c'est surtout des traités, des essais qui sont basés sur Tirmidhi, sur Shafi'i, c'est-à-dire il est sérieusement référencé. Oui, une belle bibliographie qui lui a permis... C'est une bibliographie qui est sur plus de 460 traités, c'est-à-dire des traités complets, donc c'est assez intéressant. Je voulais aussi, vous avez par exemple... Donnez-nous quelques secrets, justement. Traité sur le nom d'Allah, Ibn Arabi, il y a des choses sur Ibn Arabi, Giorgiani, ça c'est les ouvrages traduction de Maurice Gloton, et les éditions Al-Borak, donc il y a le livre du licite, Kitab al-Halal wal-Haram, il y a des commentaires sur Bidayat al-Hidayat, il y a Kitab Sir al-Hajj fil Islam, c'est-à-dire les secrets du Hajj, du pèlerinage. Et les secrets du jeûne sont bien sûr toutes les choses qu'on connaît, sont juste là rappelées d'une manière rigoureuse, docte, comme on dit, et avec sagesse. Voilà, les secrets, c'est la pratique du jeûne, comment elle doit se faire, l'abstinence sur toutes les choses de la vie qu'on a l'habitude de faire. Mais en même temps, il y a cette notion de sagesse, cette notion de spiritualité, il y a une notion soufi théologique, soufi très sur l'apprentissage du dhikr, de l'batan, des louanges à Dieu, tout ça, des louanges. Et donc il y a Abou Hamid al-Ghazali a aussi fait, j'ai choisi 5 de ses ouvrages
qui sont aussi intéressants. Donc, on a les secrets du jeûne en islam. C'est un peu notre coup de cœur d'aujourd'hui. Donc, il a donc là les secrets, c'est qu'il nous donne. Il nous donne l'aspect juridique, comme je l'ai dit tout à l'heure, spirituel, tous les rites qui suivent ce jeûne ou qui le préparent ou le résultat justement de ce jeûne. Donc, l'initiation à la foi musulmane, sur une traduction de Mohamed Diakhou. Le livre parle de jurisconsulte et des jurisconsultes et tout. Donc, c'est les choses terre à terre qui nous permettent d'accéder à la foi musulmane d'une manière pragmatique. Ce qu'il y a de bien, justement... Comprendre l'islam, surtout. Comprendre l'islam d'une manière pragmatique et aussi, paradoxalement, beaucoup de gens croient que le rationnel ne doit pas être, je ne sais pas pourquoi. Eh bien non, avec une méthode rationnelle d'apprentissage de la chose. Il y a aussi le livre de l'amour, là c'est essentiellement soufi, ça parle de l'amour de Dieu, l'adoration de Dieu, du croyant pour Dieu et de l'amour de Dieu pour le croyant aussi. Donc cet échange d'amour qui nous fait rentrer dans la grande spiritualité. Il y a aussi Risal al-Qudusiya, ou l'épître de Jérusalem. C'est encore la revivification des sciences islamiques. Voilà ce qui est très important. Et donc, ça parle de la résurrection, de la balance, de Sérat, du pont, de l'au-delà, toutes ces choses-là. Tous ces questionnements. Tous ces questionnements peuvent se poser qui peuvent être ésotériques, mais qui sont aussi très intéressants dans notre appréciation de cette vie après la mort, de tout ce qui va se passer, de tout ce que cet élan de savoir, de recherche, de quête. Et c'est pourquoi Jérusalem, parce qu'il a été demandé par des habitants de Jérusalem. On a demandé à Razali de faire on appelle El Ghazel aussi. Le Ghazel, c'est aussi, voilà, il y a aussi de l'esthétique. Razali, on l'a étudié un peu en magistère, en philosophie. Et bon, notre professeur Mimoun, à qui je rends hommage, nous avait parlé de Razali comme étant aussi un esthète. On peut être épicurien sans drame. Tant qu'on sait nos limites, on connaît dans quel univers nous évoluons. Voilà. Donc il y a aussi le livre de l'unicité divine et de la remise confiante en Dieu. La foi, la croyance, voilà, toutes ces choses-là. Donc, ça nous parle gagner de l'unicité de Dieu, de l'importance du tawakkul, de toutes ces choses-là, de ces concepts vraiment de sagesse. Il y a aussi la condamnation de la colère. Alors là, j'adore parce que... C'est à point nommé, hein, pour c'est à tombe à point nommé, la condamnation de la colère, de la haine et de l'envie. Oui. Donc, traduit par Hassan Boutaleb. Et donc, toujours dans la collection Ihya Ulumuddin, là, vous avez aussi « Ne te mets pas en colère ». Donc, elle vous donne les voies de sagesse, les ayats, tout ça, évidemment, est accompagné de tout l'assortiment, de tous les outillages nécessaires qui vous permettent de comprendre comment ne pas être en colère, comment se relaxer, comment avoir foi. Il y a toutes les clés, voilà. Donc après, vous avez le minhaj, le chemin vers le paradis. Là, ça a été épuisé aussi, donc il y a une deuxième édition. Et il vous donne le minhaj, c'est-à-dire la voie ou le chemin pour aller justement spirituel et tout, avec toutes ces clés de compréhension qui nous permettent... Alors, comme je l'ai cité, Al-Ghazali utilise toujours la jurisprudence, la loi divine, le Coran, les références imamales, le sacerdoce, toutes ces choses-là qui nous permettent vraiment d'accéder. Mais dans des lectures, les traités sont vraiment modestes, c'est-à-dire, mais avec une charge d'information et de justesse et que c'est vraiment très agréable à lire. Et vous les trouvez dans des petits endroits. Razali, il est assez bien distribué en Algérie. Et c'est une chose, c'est épuisé ailleurs. Oui, et puis ce qui est formidable, c'est qu'on dit de lui qu'il était un formidable récitant du Coran, sans faute.
sans rien du tout. Oui, parce que Une mémoire excellente. c'est-à-dire il a mis de la rationalité, de la méthodologie, une voie subtile de partage. D'abord, parce qu'il a étudié même les philosophes aristotéliciens, il a étudié, d'ailleurs il a parlé à un certain moment de tahaffut al-falasifa, c'est-à-dire un peu des excès de certains philosophes. Et j'ai dit tout à l'heure, il ne les a pas combattus, il les a contrés. Voilà. C'est-à-dire dans le cadre d'un débat, d'un dialogue. Et c'est ce qu'il faut faire, justement. Voilà. Et la tolérance. Il n'y a pas de mal à mettre de la rationalité, justement, et de la science dans l'islam. Vous nous avez tellement bien parlé de cet ouvrage, donc on le propose aux Vous le trouvez téléspectateurs, dans le secret du jeûne en islam. Vous allez le trouver dans les Vous nous l'avez donc rapporté, décortiqué. Merci beaucoup pour cette belle découverte et surtout rendre hommage à surtout cet adorateur donc, de Dieu et des textes sacrés, bien entendu, savant, chercheur et philosophe, bien entendu, en islam. Eh bien, on va aller rester dans justement ces bonnes pratiques de l'islam, c'est-à-dire l'entraide, la solidarité. Vous êtes là, vous nous avez parlé de tellement de belles choses donc, qui font partie de notre religion. Cette fois-ci, on va aller retrouver une bénévole qui se trouve en France. Il s'agit de Shaima Chabara qui est avec nous par Skype. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous, Sahar Mdanek? Sahar Mdanek, ça va très bien et vous? Très bien, on est très heureux de vous avoir ce matin en direct avec nous, avec Jawdet. Vous avez pu suivre avec nous la rubrique littéraire. Eh bien, vous êtes justement, vous suivez les préceptes de l'islam, c'est-à-dire l'entraide, la générosité envers tous nos concitoyens qui se trouvent à l'étranger, notamment en France, avec cette bel élan de solidarité. Vous faites partie de l'association Aide des Aides, n'est-ce pas? Donc l'association des Aides Jazair. Oui. Alors, l'association qui, justement, a fait une belle opération organisée par la mosquée de Paris, conjointement avec la mosquée de Gaillon à Rouen, c'est ça? Vous avez fait une opération de solidarité? Donc voilà. Donc avant tout, j'aimerais juste souhaiter un excellent mois de Ramadan à tout le peuple algérien, tous les musulmans. Donc moi c'est Shaima Chebana, donc je préside comme vous l'avez bien dit l'association des Aides Jazair de Rouen et en collaboration avec la grande mosquée de Paris, la mosquée Acep de Gaillon et la mosquée Mohsinine de Rouen, nous mettons en place des distributions de paniers repas, donc de repas chauds à hauteur de 300 par jour à destination d'étudiants en situation de précarité. Donc ces distributions sont effectuées dans les locaux de l'ancien siège du consulat d'Algérie de Rouen. Oui. Qui nous ont été gracieusement prêtés par Madame la Consul, que nous tenions à remercier grandement pour cette initiative. Voilà, alors comment se passe justement la distribution? D'abord, la collecte qui se fait avec des bénévoles, avec aussi des âmes charitables que vous avez réussi à fédérer autour de vous? Bien sûr, donc je tiens à les remercier, nous tenons à les remercier. Donc il y a 12 femmes bénévoles qui viennent toute la journée de 8h à 18h pour cuisiner. Il y a les commerçants algériens de Rouen qui n'ont pas hésité une seconde à soutenir notre initiative et tous les jeunes bénévoles comme Zohir ici présent par exemple. Oui. Et la vingtaine d'étudiants qui n'hésitent pas à donner de leur temps pendant le mois sacré. Et donc on a vraiment une solidarité, une entraide autour de ce projet. Voilà. Et ça commence à quelle heure la distribution? Alors, on est sur une distribution entre 15h et 18h, donc c'est à récupérer directement dans les locaux de l'ancien consulat d'Algérie de Rouen. Et vous avez fait ça avec l'association aussi des étudiants et intellectuels donc, de France? Oui, principalement, comme je vous ai dit, la grande mosquée de Paris, l'association que je préside, donc l'association des Aides Jazair, et la mosquée de Gaillon, Acep et Mohsinine de Rouen. Voilà, on est en train de voir justement quelques images, les bénévoles qui travaillent, qui préparent tout au long de la journée et qui donnent de leur temps pour justement offrir un repas chaud durant ce mois de Ramadan, un mois qui, bien sûr, le veut, que ce soit sacré, qui soit aussi donc l'entraide et la solidarité entre nous. Bien sûr, oui, il est vrai que c'est important parce que la situation
étudiants, notamment les étudiants étrangers en France, malheureusement, laissent à désirer, entre guillemets. La plupart, ils doivent effectuer des petits boulots pour finir le mois à cause de la situation sanitaire actuelle liée au Covid. Là, il n'y a plus de petits boulots, il n'y a plus d'accès à ces jobs à cause de l'impact économique que la pandémie du coronavirus a engendré. Et donc, il nous tenait vraiment à cœur d'agir de manière solidaire à notre échelle, bien sûr. Et donc, on a tout de suite penser à une distribution de repas pour l'iftar durant ce mois sacré de Ramadan. Tout à fait. Vous allez donc continuer sur cette lancée tout au long de Ramadan? Donc oui, tout au long du mois de Ramadan, mais aussi tout au long de l'année. Notre projet ne s'arrête pas à la période du mois de Ramadan. On pérennise vraiment ces actions tout au long de l'année associative. Tout à fait. Alors, on rappelle aussi que vous avez travaillé avec l'annexe du consulat de Pontoise, c'est cela? Également, et bien sûr les portes ouvertes là, avec donc pour des étudiants et surtout à Rouen, c'est cela. Donc oui, voilà, c'est la consul donc qui nous a prêté gracieusement les locaux où nous exerçons notre activité actuellement. Très bien. Et puis on n'oublie pas de remercier aussi Monsieur Mhend Tarif qui a beaucoup apporté et a contribué pour la réussite de cette opération. Bien sûr, oui. Un grand remerciement à Mohamed, donc, qui est le chef de projet de cette opération. Voilà, en tout cas, on vous souhaite bon courage. Bravo pour tout ce que vous faites, cet élan de générosité et cet élan aussi de solidarité avec tous ces bénévoles qui travaillent avec vous, avec cette association Aide El Jazair. Voilà, merci beaucoup à vous, Shaima. Merci beaucoup. Merci, Sahar Ramadankoum. Merci à vous, Sahar Ramadankoum ou Sahar Turkoum. Bon courage à vous. On continue bien sûr notre programme. On dit merci à Jawdet. On le retrouvera avec grand plaisir dès la semaine prochaine, mardi prochain. À très bientôt. Voilà, on continue. Je vous invite tout de suite à découvrir ce reportage signé Samia Bouharo qui a fait un gros plan sur le métier de brocanteur. Nous vous proposons un voyage dans le temps avec Mansif Eddine Hafid, notre guide et un passionné d'objets anciens de tout genre. Bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui veulent, on a parlé sur le cuivre, le mahbes par exemple, l'isni, les anciens miroirs par exemple. On a des anciens miroirs par exemple. On voit toujours le عود ولا le cuivre beaucoup plus. Par exemple la mariée قبل ما تروح للحمام عودت العوايد الحمام يدوا معاهم المحبس الطاسه. باغ اكزومبل في رمضان لو كان ما تكونش كاينه ديك السني تاع النحاس هذاك اللي سا دون لونفي باش الواحد دوك لا تلقى عدد في رمضان لازم يكون كاين هذاك لي بلا تاع النحاس. Des trésors sont collectionnés par ce brocantier. Mansef fait aussi de la restauration et du recyclage pour donner une deuxième vie à ces objets. Je fais la restauration, madame. Par exemple, j'achète des objets anciens, par exemple. Des fois, c'est un exemple. Ce moulin à café, acheté, il manque le tiroir. Moi, je fais le tiroir. Je fais des œuvres décoratives comme ça. Ça nous montre par exemple des plages par exemple au niveau de Chercha, au niveau du Tipaza, des coquillages qui se trouvent par exemple au niveau de Beni Hawa. On marche dans cette bouteille 10 km avec des coquillages, on fait un petit bonhomme. Il y a des gens qui gardent toujours ces trucs, même leur maison. Ou malheureusement, il y a des gens qui jettent par exemple le cuivre, c'est démodé par exemple. Oui, il y a des gens qui gardent toujours cette tradition. C'est une identité. Oui, bien sûr, c'est notre identité, oui, bien sûr. Par exemple, c'est notre identité algérienne. J'ai toujours l'intention de faire, Inch'Allah, en cours, une association de préserver du patrimoine.
De retour sur le plateau après ce beau reportage sur les collections et surtout le métier de brocanteur, on va s'arrêter à bien sûr la rubrique mosaïque de chaque mardi matin avec Nassiba. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver. Cette fois-ci pas le mercredi mais le mardi. On le rappelle encore. Hein. Voilà, dorénavant c'est tous les mardis. Avec nous ce matin, Amel Daifallah, bonjour. Bonjour, merci d'être des nôtres ce matin. Vous participez à un événement culturel, l'exposition de la calligraphie et de l'enluminure et de la miniature. Ça se passe au Palais de la Culture, on vous disait Kalia. Alors, j'ai fait un petit passage éclair avec mon équipe. Vous étiez en plein montage, vous êtes artiste en lumineuse et passionné donc par cet art ancestral. Donc vous étiez en plein montage d'expo. Donc le vernissage a eu lieu hier? Exactement, hier. Donc le club algérien de la calligraphie arabe et de l'enluminure a organisé une exposition nationale ayant pour thème Harf wa Azm. Donc cette exposition englobe pratiquement une cinquantaine d'artistes, une centaine de tableaux entre calligraphie classique, calligraphie moderne, enluminure et miniature. Et vous avez exposé des enluminures. Exactement. Alors, avant de voir le reportage, on va retracer peut-être votre parcours. Savoir comment vous êtes arrivé là, à cette passion, comment vous êtes passionné par cet art ancestral. Vous êtes architecte de formation et de profession. Alors j'étais en train de retracer, mais là on a eu des images qui nous ont devancé. Et là on vous voit à l'œuvre. Oui. On vous voit à l'œuvre. Ça se passe à Jama al-Kbir. Jama al-Jazair. Donc avec mon équipe, on a exécuté la calligraphie de la grande coupole, en l'occurrence de la grande mosquée. Donc la calligraphie et quelques enluminures. La salle de prière, la salle VIP et quelques espaces de la mosquée. Donc il y a des travaux que vous avez pris en charge. Oui, des travaux de réalisation et d'exécution de la calligraphie. Ça a été une belle expérience pour vous? Une excellente expérience, très, très enrichissante, où j'ai pu marier justement mes deux spécialités, l'architecture et la calligraphie et donc les là, arts islamiques. Peut-être qu'il y a d'autres photos. Voilà, s'il y a d'autres photos, peut-être qu'on va les voir dans un petit moment. On attend de préparer les photos. Donc ça a été une belle expérience. Oui. Il y avait toute une équipe avec vous? Oui, une quinzaine de personnes, beaucoup de filles. C'est-à-dire que là, c'était une première en Algérie pour des Algériens. J'ai pris cette expérience durant ma formation en Turquie, où on a, c'est-à-dire le métier de nakash, c'est-à-dire exécuter des décorations sur façade. Voilà, sur les mosquées. Vous avez passé une année en Turquie? Une année en Turquie de formation, où j'ai fait un peu de calligraphie, beaucoup de miniatures et d'enluminure, un peu d'aquarelle aussi, où j'ai travaillé aussi dans des ateliers. C'était une année, mais c'était vraiment une année intense, exactement. J'ai profité de chaque expérience, en rencontre, en échange, en partage, exposition. Et là, c'est-à-dire que j'ai ramené beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de techniques, beaucoup de connaissances que j'essaie d'employer lors des expositions et aussi des projets exactement de réalisation. Oui, exactement. Alors maintenant, je reviens à ma première question, parce qu'on avait vu la photo, donc on est passé juste à vos réalisations, mais je reviens à ma première question. Alors cette passion pour cet art ancestral vous est venue comment, Amel Daifallah? C'était durant mes études d'architecture, quand on touchait aux civilisations anciennes islamiques, c'est-à-dire qu'on étudiait, on faisait des monographies d'édifices, donc on se retrouvait face à des décorations extraordinaires, magnifiques, et qui étaient différentes d'une dynastie à une autre, d'un pays à un autre. Et donc on devait faire des petites analyses, et je m'intéressais à ça. Et après, c'est-à-dire que j'ai décidé au bout d'un moment comme ça de sauter le pas, voilà, et de passer à une étude plus sérieuse, plus approfondie. Là, ça fait l'objet d'un module à l'EPO. Oui, histoire critique d'architecture, on étudie tout l'édifice, mais aussi le côté ornementation et décoration. D'accord. Et ensuite, il y a eu le Master 2 à Blida. Oui. Après, il faut 5 années d'études à l'EPO. À l'EPO, oui. Vous êtes allé à Blida pour le Master 2. Master 2 en 2019. En 2019. Beaucoup d'années après. Et vous avez consacré votre Master 2 à une recherche sur Racine.
Oui. Donc, encore une fois, j'ai essayé de regrouper mes deux domaines. Donc, j'ai fait un master de architecture et patrimoine et j'ai essayé c'est-à-dire de faire ressortir tout ce que Rassim a essayé de sauvegarder comme patrimoine dans les miniatures. On parle de bâtiments, on parle d'habits, on parle de traditions, de beaucoup d'éléments architectoniques justement. Beaucoup ont disparu. Donc ces miniatures sont le support d'une mémoire. Et donc j'ai essayé de mettre en valeur le patrimoine architectural sauvegardé dans les miniatures de Rassim. D'ailleurs, le titre de votre mémoire, c'est Conservation du patrimoine dans les miniatures de Rassim. Et puis votre parcours rythmé par des expositions personnelles, collectives, notamment. On va en voir une d'ailleurs tout de suite à l'exposition. Donc on ne termine pas sur le parcours, d'accord. On va voir justement le reportage et on va vous voir à l'œuvre à travers cette belle exposition collective à la Galerie Bayard. Regardez. À la veille du vernissage, les préparatifs vont bon train. À la Galerie d'Art Beya, on s'affaire ici et là pour le montage de l'exposition. C'est l'équipe de l'animation du Palais de la Culture Moufdi Zakaria qui s'en charge. Au programme de la calligraphie arabe, de la miniature et de l'enluminure. L'initiateur de cet événement, le club culturel de Kouba, avec à sa tête le calligraphe Safar Bati Mohamed. Pour marquer le mois du patrimoine, il est prévu près d'une centaine de tableaux et une quarantaine de participants. On a constaté que l'art islamique en général a progressé de façon remarquable, quoi. Donc on constate aussi aujourd'hui qu'il y a de nouveaux calligraphes qui sont très jeunes, mais ils ont excellé dans le domaine de la calligraphie et on espère qu'ils vont vers l'international, voilà. Donc on espère qu'ils fassent une carrière professionnelle dans ce domaine. À 24 heures du jour J, les animateurs du palais et des artistes discutent et se concertent pour l'emplacement des tableaux. Des tableaux signés par plusieurs générations d'artistes. Le président de l'association a au préalable lancé un appel à tous ceux et celles qui voulaient participer. Au travers des quelques œuvres d'ores et déjà accrochées, un avant-goût de cette exposition. Des œuvres signées par des artistes de différentes régions d'Algérie. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir de l'engouement pour les arts arabo-musulmans. La calligraphie pour moi c'est un mode de vie. Il ne s'agit pas seulement d'une technique à exercer, c'est un mode de vie, c'est une façon d'être. C'est une passion et c'est une raison d'être pour moi. J'essaie de transmettre tout ce qui est beau pour la nouvelle génération. Aux côtés de leurs aînés confirmés et plusieurs fois primés à l'échelle nationale et internationale, ces jeunes talents pourront dévoiler leurs capacités artistiques. Dans ce rendez-vous culturel, un savoir-faire, de la rigueur et de la minutie. Sur les Cimaises, un avant-goût de ce qui attend les visiteurs. Ces artistes vont mettre en regard leurs œuvres d'art. Des œuvres d'art qui perpétuent la mémoire. Une mémoire à préserver et à sauvegarder au travers de ce patrimoine culturel algérien revisité. Tout ce qui est moderne, tout ce qui est revisité, c'est un plus. Donc l'axe principal, c'est la calligraphie traditionnelle, quoi. C'est comme la musique, on peut pas toucher à ça. C'est sacré, c'est divin, quoi. Mais tout ce qui est en dehors de la calligraphie traditionnelle,
comment dirais-je, c'est la bienvenue. On est toujours ouvert à tout ce qui est moderne, tout ce qui apporte un plus à la calligraphie. La calligraphie, l'enluminure, la miniature, tout ça a montré à quel point l'art musulman a acquis une expérience humaine d'abord et pleine de sens. Entre tradition et modernité, une exposition qui se veut riche et diversifiée. Sous leurs mains dansantes et musiciennes, il y a toute une gestuelle en action. C'est dans cet art qu'ils expriment leurs émotions d'artistes. Un art qu'ils mettent en valeur en l'adaptant à tous les temps. Voilà, on a pu voir les œuvres donc, de ces artistes et entre autres les vôtres qui sont magnifiques. Oui, merci beaucoup. C'est des œuvres très techniques, très appliquées. C'est une échelle très réduite voilà, de travail. Absolument. On va essayer de demander à Hanan de repasser vos enluminures pour mieux les voir, parce qu'on les a vus dans le reportage, mais plus précisément, si on peut les avoir encore une fois, on va demander à Hanan si elle veut bien nous les envoyer. Alors, on revient à votre travail et ensuite on reviendra sur votre parcours. Hein. Alors, votre travail artistique, donc les encres, la gouache, vous aménagez votre espace. Donc, comment ? Oui, c'est-à-dire que cet art a besoin d'un espace bien éclairé. Voilà, on voit votre enluminure, pardon. Voilà, exactement. Donc vous utilisez quoi comme de la gouache, de l'acrylique, de l'aquarelle, mais aussi de l'or pur. Donc, et l'or pur, c'est par carat, et chaque carat a une couleur. Le 15, le 18, le 23 et le 24. Très bien. Et vos œuvres ont été primées ? Oui. Lors d'un festival. Le festival international d'enluminure et de miniature en 2014, où j'ai eu le prix du jury. Et l'année passée aussi, j'ai eu le premier prix national lors du festival virtuel. Et voilà, lors de plusieurs expositions, on a pu participer et représenter aussi l'Algérie à l'échelle internationale. Vous avez participé aussi au festival de Constantine, de Tlemcen. De Constantine, de Tlemcen, d'Alger. C'était le festival national de la calligraphie, l'enluminure miniature. Enfin, les deux premières années, c'était juste miniature et enluminure. Ensuite, les deux festivals ont été jumelés. Et ça a donné calligraphie, miniature et enluminure. Ça vous a permis, c'était aussi un festival international. Oui, hein, exactement. C'était festival, c'est lors de la manifestation Alger, capitale de la culture arabe. Oui, Alger et Constantine aussi, capitale de la culture arabe en 2015 aussi. Voilà. Votre première expérience dans la miniature, c'était en 2010. 2010. C'est-à-dire, dans l'association des Beaux-Arts, je me suis inscrite en 2010. Voilà. Mon premier tableau 2013. Et premier prix en 2014. Et vous êtes passé par la Société des Beaux-Arts sous l'enseignement de Monsieur Belkahla. Monsieur Belkahla, qu'on salue ce matin s'il nous regarde. Exactement. Il a eu à diriger cette école, il continue à diriger la Société des Beaux-Arts. Oui. C'est une école, une association de sont sortis d'éminents artistes talentueux, des artistes qui ont marqué de leur temps, leur époque. Alors si on revient aussi en 2020, donc là, 2020 c'était le festival virtuel. Virtuel, oui, avec le premier prix. L'enluminure, le premier prix. Et là, prochainement, vous allez participer, il y a un festival qui se prépare en dehors de cette exposition. Exactement, juste après l'exposition, il y a le festival de la calligraphie d'abord. Ensuite, plus tard, on aura à faire le festival de l'enluminure et de la miniature. D'accord. Et actuellement, vous dirigez, il me semble, une école. Oui, une école d'art qu'on a fondée à deux architectes aussi. On essaie de transmettre justement un enseignement propre des arts appliqués, mais aussi des arts en général, de la musique, de la poterie, mais surtout beaucoup de calligraphie, beaucoup d'enluminure, beaucoup de miniatures, de dessin. Voilà, M. Safar Bati Mohamed, qui est calligraphe, qu'on a vu. Ah, ça y est, le temps est terminé, on n'a plus le temps. Ça y est, on est arrivé à la fin, justement, avec ces beaux projets. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc, on reviendra sur votre parcours peut-être la prochaine fois, quand on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau. Avec plaisir. Voilà, parce que le temps est très court, et c'est passé rapidement, on l'a pas senti.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Bonne chance pour ce que vous faites. C'est magnifique. Puis à très bientôt. Nessiba, mardi prochain. Mardi prochain. Alors, cette exposition, elle se termine, pardon, excusez-moi. Le 3 mai. Le 3 mai. On parlait de la et culture. juste après, il y aura le festival. Donc là, on a, de 11h à 16h. On a une exclusivité. C'était en plein montage. On l'a vu dans le reportage. Très bien. Eh bien, quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe. Et puis demain, vous retrouverez Smaïl Belkhaïdi à partir de la station régionale de Constantine. Au revoir. Au Sahas Yamkoum.